voudrais revenir sur ma conception de l'astrologie et de l'astrologue. Et plus exactement de l'astrologue dans le cas pressant de cette causerie. Pour moi, l'astrologue n'est pas seulement celui qui va deviner ce qui va se passer. N'est pas du tout d'ailleurs cela. Il est celui qui doit conseiller. Et pas conseiller seulement en disant c'est le bon moment ou pas le bon moment, mais conseiller au sens de recentrer les choses, de recentrer les discours, de clarifier les dialectiques. C'est-à-dire d'être plus en prise avec ce que j'appelle la subconscience, c'est-à-dire avec le ressenti profond de la population. Je dis bien profond, et pas des discours comme ça un peu en surface. Oui, il y a pour moi un décalage entre les deux niveaux. Autrement dit, même si ça pourrait paraître incroyable aux yeux de certains, je pense que l'astrologue doit être également quelqu'un qui comprend le monde, qui comprend les véritables enjeux qui se jouent, et qui par conséquent ne va pas se contenter de dire la gauche va gagner ou la droite va gagner, mais va dire dans quelles conditions l'on peut gagner. Et quand je dis conditions, j'entends là encore une fois, je laisse de côté la question cyclique. Je dis simplement dans quelles conditions, c'est-à-dire à condition d'avoir un discours cohérent sur le monde. Et notamment de ne pas nécessairement dire tout ce que tout le monde dit. Il faut savoir prendre le contre-pied dans le cas où il y a des erreurs commises. Entendons par là que la gauche, notamment, doit repenser sa philosophie. Je ne dis pas qu'elle doive la moderniser ou l'adapter, pas du tout. Au contraire, il faut qu'elle retrouve ses fondamentaux. Et la droite aussi d'ailleurs. En tout état de cause, il est préférable que le débat, le choix, l'alternative, l'alternance, soit clair. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que le meilleur gagne. Quand il y a des hommes de gauche qui tiennent un discours de droite et inversement, ça ne clarifie pas le débat. Je suis bien d'accord là-dessus. Encore faudrait-il s'entendre sur ce qui est à droite et ce qui est à gauche. Et Philippe de Villiers récemment disait dans une émission que l'on avait besoin de gens qui réfléchissaient sur les fondamentaux. Et pas seulement ceux qui font de la politique, mais ceux qui prennent de la hauteur, qui élèvent le débat. Donc, on ne va pas se contenter de dire « à la gauche, c'est ceci, à la droite, c'est cela ». Non, non. On va préciser les choses. On va essayer d'expliquer d'après où se situe la gauche, où se situe la droite, dans une problématique dialectique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que je ne suis pas délibérément particulièrement clair à ce stade-là de la discussion et de l'exposé. Sauf pour ceux qui me lisent par ailleurs, bien sûr, et encore. Mais, et là j'en reviens effectivement à mes travaux sur le cycle, parce que ces travaux sur le cycle
vont également apparaître une dialectique sociale. Il y a un temps pour certaines choses, un temps pour d'autres choses. Certains diront, bon alors, où en est-on actuellement? Est-ce que la droite ou la gauche sont plus favorisées, etc. Les gens adorent parler sans avoir pris le temps de définir les choses. Que c'est pareil pour la question du masculin et féminin. Donc finalement, on en revient toujours à cette idée de oui, oui, j'ai des automatismes par rapport à ces mots-là. Homme, femme, ah oui, oui. Gauche, droite, ah oui, oui, je sais de quoi je parle. Alors, il faut essayer de casser ces automatismes et prendre le temps de redéfinir les choses et de les reformuler. Et pour cela, il faut avoir les reins solides et les nerfs solides et ne pas tomber dans l'affect en disant ah mais c'est pas du tout un discours de gauche ou c'est pas du tout un discours de droite, etc. Il y a des démonstrations qui peuvent être apportées dans un sens ou dans l'autre. Mais pour répondre à la question, je dirais sommairement que la gauche a une mission qui est plus impériale que nationale. C'est-à-dire que la nation est diluée par le discours de gauche, alors qu'elle est radicalisée par le discours de droite. Il faut l'assumer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la situation dans laquelle la France se trouve actuellement est plus impériale que nationale, et que par conséquent, l'électorat comprend mieux une problématique impériale qu'une problématique nationale. Donc il faut que la gauche... Il ne s'agit pas de s'adapter, ça va beaucoup plus loin que ça. Il se trouve que la gauche a vocation à faire cela, elle a vocation à accepter la diversité. Vous savez que c'est un mot-clé dans mon discours, la diversité. Puisque la diversité, c'est l'impérialisme. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les grands empires sont des empires qui acceptent et assument la diversité. On est d'accord là-dessus ou pas? Tous les empires, la notion même de laïcité, est une notion impériale et pas nationale. D'ailleurs, ce que donnait le national-socialisme, pour passer. Et le nazisme, d'ailleurs. Donc, la carte de la diversité, de la multiculturalité, de l'impérialité, avec le fait d'assumer un passé colonial, et n'oublions pas quand même que la gauche a joué un rôle fondamental dans l'histoire de la colonisation depuis le XIXe siècle. Hein. Des gens comme Jules Ferry, comme Gambetta, étaient très favorables, pour ne parler que d'eux, à la colonisation. Et la guerre d'Algérie s'est déroulée aussi sous des gouvernements de gauche, avec des gens comme Guy Mollet, par exemple. Et c'est la droite qui, en l'occurrence, a mis fin à une certaine forme d'impérialisme et d'impérialité. Alors bon, là, voyez-vous, j'emploie le mot impérial, qui évidemment, au niveau des automatismes de pensée, va créer des réactions, des sécrétions problématiques. C'est pour ça que je dis, il faut se calmer. Il faut se demander qu'est-ce que c'est cette identité impériale et arrêter de réagir sur des chapeaux de roue, à des expressions, Moi, je n'aime pas les gens qui ont des automatismes, je ne les supporte pas, je dire très franchement. Et souvent, j'emploie justement des mots pour montrer aux gens que, attention, calmez-vous, évitez de réagir comme des fous parce qu'on emploie tel et tel mot. Hein, parce que c'est comme quelqu'un qui est chatouilleux. Vous savez, le rire et la colère, c'est un peu la même chose. On dit des choses drôles et les gens rient, on dit des choses provocatrices, les gens s'énervent. Bon. Et là, je ne suis pas en train de faire la provocation. Je suis simplement en train de dire que ces mots-là, il faut les reformuler et les recharger. Deuxièmement, la gauche doit renoncer au plein emploi. Mais d'ailleurs, de toute façon, beaucoup de gens de gauche le disent. Ce n'est pas la solution. L'avenir n'est pas dans le plein emploi. Le développement de la technologie fait que et puis la complexité du travail fait qu'on n'est plus dans une logique de plein emploi. Laissons cette logique de plein emploi à la droite. La droite qui, elle, considère que la seule référence, c'est que les gens travaillent et soient employés. Parce qu'elle ne veut pas d'allocation.
Elle ne veut pas de gens assistés. La gauche est parfaitement capable d'admettre qu'à un certain âge, très jeune et très âgé, les gens soient assistés. C'est une chose qui est une évidence pour tout le monde. On ne va pas faire travailler les enfants de 8 ans, ni les vieillards de 80 ans, bon, etc., etc. Et puis un troisième point aussi, c'est la distinction entre les hommes et les femmes. Ça aussi, c'est un point important. On ne va pas mettre dans le même sac tout le monde. Donc les sons à la droite sont surmoi unitaires, sont surmoi national, sont surmoi d'intégration, à tout prix, sa machine. Et disons-le clairement, il y a des hommes de gauche qui ont un discours de droite. Et des hommes de droite qui ont un discours de gauche, au sens où je l'ai défini là. Vous allez me dire, mais comment ça se fait que Alors, que maintenant, des gens qui ont fait leur carrière à gauche, on s'aperçoit qu'ils ont un discours de droite, ou inversement, c'est un autre problème, c'est un épiphénomène. Hein. Que M. Mélenchon ait des discours de gauche et en même temps tiennent des propos qui correspondent plutôt à une logique de droite, c'est son problème. S'il n'est pas capable de faire le tri dans toutes les influences qu'il a récupérées à gauche à droite, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Hein. C'est pas une référence que quelqu'un de droite ou de gauche dise ceci ou cela. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'essentialité de la notion de gauche et de droite. C'est pas que M. Intel soit de gauche et de droite et qu'il représente, qu'il personnifie la gauche ou la droite. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Vous me direz, vous éloignez beaucoup de l'astrologie. Non, je ne m'éloigne pas de l'astrologie, parce que pour moi, l'astrologie ne peut pas faire l'exception, ne peut pas faire l'impasse sur ce genre de débat, sur ce genre de définition, sur ce genre de reformulation. Ça fait partie intégrante de la mission des astrologues. Parce que quand on utilise un outil comme la cyclologie, la moindre des choses, c'est de savoir ce qu'on met dans ces phases, ce qu'on met dans ces périodes. Et la notion de gauche et de droite, et toutes les notions de dualité sont partie intégrante de la réflexion de l'astrologue, y compris ce que j'appelle la sexocyclologie. Donc, on va passer d'une génération d'astrologues qui, au fond, ne faisaient que de l'astronomie et qui véhiculaient des représentations tout à fait éculées et des poncifs sur la société, sur l'histoire, à une autre génération qui, elle, aura une connaissance beaucoup plus approfondie des grands problèmes de société, des grands clivages, des grandes alternances.